voilà, notre première invitée possède une longue feuille de route. Christine Michaud, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, on est tellement contents. Puis je dois t'avouer, Christine, là, que j'ai mal dormi cette nuit parce que j'étais très fébrile. Ah oui, parce que tu es une dame qui m'inspire beaucoup. Depuis longtemps, je te suis. Je t'ai connue, je pense, quand tu étais chroniqueuse à Salut, bonjour. Puis là, j'avais hâte de l'écouter parce que on a une passion commune, toi et moi, c'est les livres. On adore la lecture. Fait que je te suivais. Le même genre de livre. Oui, surtout, oui. Fait que là, moi, ça m'inspirait beaucoup. Tu m'inspires beaucoup, d'ailleurs. Donc, merci d'être là. Et ce que j'aime, c'est que toi, ta commission, Christine, c'est de sensibiliser les gens à voir le beau, à apprécier le bon et à faire le bien. Puis je trouve tellement que tu le portes bien, avec beaucoup de grâce d'ailleurs. Tu es une femme élégante. Je trouve que c'est merveilleux de te côtoyer, de te rencontrer. T'as une belle lumière. Puis je suis très contente que tu sois à l'émission parce que tu es vraiment une inspiration pour nous. Donc, juste pour faire un petit résumé de ta carrière, s'il y a des petites choses qui manquent, tu nous le diras. Mais au cours des dernières années, tu as été chroniqueuse littéraire dans différentes émissions, dont Salut, bonjour, week-end, et avec Véronique Cloutier sur les ondes de rythme FM à TVA. Pendant plus de 7 ans, à TVA, tu as animé plus de 7 ans l'émission « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Et tu as co-animé ma liste à moi avec José Boudreau. Tu es aussi l'auteur de plusieurs best-sellers tels que « C'est beau la vie »,« Encore plus belle la vie »,« Sexy Zen et Happy ». Tu as publié également mon projet Bonheur. Tu es co-auteur du livre La vie intégrale. Je me souviens d'avoir participé à ton lancement de livre d'ailleurs. Et tu nous offrais récemment ton premier roman intitulé Une irrésistible envie de fleurir, qui est d'ailleurs dans mes coups de cœur de l'année 2018. Tu es fasciné par l'être humain et le mieux-être. Tu as complété un certificat en psychologie positive avec le grand professeur du bonheur à Harvard, Tal Ben-Shahar, je pense que je le dis bien. Oui. Tu as suivi aussi de nombreux séminaires, des formations, notamment avec Martha Beck, Deepak Chopra, Jane Houston, Gabrielle Bernstein et Anthony Robbins. Tu accompagnes des milliers de personnes par le biais du web sur des thématiques de psychologie positive et tu produis chaque année une grande journée d'inspiration qui a eu lieu d'ailleurs samedi dernier, oui, au Palais des Congrès de Montréal. Cette activité-là permet de faire découvrir au grand public des conférenciers, des auteurs, des philosophes inspirants de la francophonie mondiale. Fait que Dont Dankaoua. Oui, qui est là aujourd'hui. Mais écoute, moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, parce que tu as fait beaucoup de choses, est-ce que tu fais encore toutes ces choses-là? Comment tu te définis aujourd'hui? Avec toute l'expérience et le parcours que tu as eu, comment on peut simplifier ça en quelques mots? Comment tu te décrirais? Je sais pas comment je me décrirais, mais ce que je peux dire, c'est qu'encore plus aujourd'hui, en vieillissant, j'applique une phrase de Gita Malas qui est dans mon livre Une irrésistible envie de fleurir d'ailleurs, qui disait « Va là où tu pétilles ». Et aujourd'hui, j'essaie d'aller là où je pétille. Puis je me dis, quand on parle de vouloir participer, contribuer à un changement positif de notre monde, ou ne serait-ce juste au fait qu'il se porte bien, sans tout changer nécessairement, je pense que si chaque être humain va là où il pétille, déjà c'est énorme. Parce que imaginons un être humain qui se forcerait pour contribuer et faire le bien et voir le bout de ça. Je pense pas que c'est la même intention derrière, puis ça va produire les mêmes effets. Donc, c'est pas, ça pourrait paraître égoïste, alors que pour moi, ça l'est pas du tout. Mais de d'abord se questionner sur quelle est ma vraie nature, qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, qu'est-ce qui me passionne, me fait pétiller, c'est probablement pas un hasard que ce soit ça, puis c'est ce qu'il faut faire. Moi, je dis, c'est le cadeau qu'on est venu porter au monde. C'est comme ça, c'est là qu'on va trouver notre salut, en quelque sorte. Notre lumière, en fait. Oui, tout à fait. Là, j'ai vu que tu as écrit plusieurs livres. Oui. Là, tu as tombé dans le roman. Oui. Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi le transfert qui s'est passé dans ta tête ou dans ton cœur? Oui. La vraie histoire, c'est que j'ai commencé à écrire. Le premier livre que j'ai commencé à écrire, c'est ce livre-là. C'est vrai? Il y a 10 ans. Ah! Puis j'ai tellement procrastiné qu'à chaque année, je faisais de la procrastination efficace, par exemple. Attention. À chaque année, je le mettais de côté puis j'écrivais autre chose. J'ai publié 10 livres. En fait, c'est le 10e. J'ai publié 9 livres avant de publier celui-là parce que je me faisais pas assez confiance. Parce que j'étais chroniqueuse littéraire tellement admirative des auteurs, de tout ce qui s'écrivait. Pour moi, c'était tous des génies. Puis je me disais, comment je peux penser qu'un jour, je pourrais écrire quelque chose qui serait de cette trempe-là ou peu importe. Et par contre, l'histoire, imaginez, c'est une longue grossesse, là, c'est une longue gestation, 9 ans. et à chaque année, puis il y a eu des gens qui m'ont porté aussi, dont Dominique Allaire, que vous connaissez. Oui. Dominique qui me disait, mais je le porte pour toi, ce roman-là. J'espère que tu le sais. Puis elle dit, moi, je crois qu'un jour, tu vas y arriver. Puis à un moment donné, je pense que ça a pris la fin de la télé.
même si j'ai adoré, c'était une super expérience pour moi d'être 19 ans, pendant 19 ans de temps à TVA, sur les ondes de TVA, à être chroniqueuse, animatrice et tout. Mais en même temps, puis j'acceptais d'être dans une petite boîte. T'sais, on dit la télé, c'est une petite boîte noire. Ouais. Ben, j'étais dans la petite boîte. Et on m'a souvent reproché d'être trop spirituelle, par exemple, à la télé. Donc, puis je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui arrivent, puis ça va ouvrir et tout. Puis c'est probablement que j'ai contribué à ma façon, même si... T'étais un précurseur, dans le fond. Puis, mais il fallait que ça cesse pour que j'aie l'audace, que je me donne la permission d'écrire cette histoire-là, que je savais qu'il serait nécessairement plus spirituel aussi. Puis j'avais envie que si je me mettais à écrire un roman, là, il fallait pas que mon imagination soit brimée du tout. Là. Je me disais, il faut que j'aille toutes les portes ouvertes. Sinon, j'écrirais pas ce que j'ai ce que je porte là, dans le fin fond de mon cœur, de mon âme et tout. Fait que je pense que c'était ça. Puis là, ben, faut que j'avoue aussi que j'ai la piqûre parce que je veux plus rien écrire d'autre pour l'instant. Là, oui, là, t'as pris la piqûre du roman. Replacer, mais là, j'ai la piqûre du roman. Ah, oui, non, c'est ça. Je suis en train d'écrire la suite de celui-là. Puis en même temps, une autre histoire qui m'est arrivée en pleine nuit avec un titre, une histoire, un personnage. Puis là, je me suis mise à écrire cette histoire-là. Puis je trippe totalement. Fait que pour le bénéfice des gens, on est-tu en train de comprendre? Fait que vu que tu dis que tu as procrastiné pour le premier... Non, là, je me reprends. OK. Parce que là, je me disais, hey, les gens, pour les auditeurs puis les télélecteurs, on va être chanceux. Avant le prochain roman, on va avoir 10 autres livres avant. Non, par exemple. Non. Non, là, je me trouve déjà hyper active comme ça. Là. OK. Mais j'ai toujours... On parlait des livres pour enfants. J'ai une histoire de livres pour enfants en tête. J'en ai plein d'idées. Là. J'en ai trop des fois, c'est sûr. Mais bon, ça fait partie de la vie. L'important, c'est de les prendre en note. Puis à un moment donné, ça vient. Oui. C'est le bon moment. Oui, puis ce que tu viens de dire, c'est important. Moi, tu vois, c'est mon truc. J'ai toujours des carnets de notes. Je sais qu'on peut noter dans notre portable, notre cellulaire. Mais moi, j'aime bien écrire, puis tourner les pages, puis voir tout ce qui est là. Et donc, pour chaque livre que j'écris, j'ai un carnet de notes lié à ce manuscrit-là. Donc, chaque livre que tu écris, tu as ton... comme ça, chaque fois que j'ai une idée qui me vient, où je rêve, puis le livre me suit vraiment partout, c'est-à-dire que je l'ai sur ma table de nuit, ma table de chevet, pour que si j'ai... Parce que moi, je reçois beaucoup de nuit, là, comme je dis des fois. Alors, il faut que je note au petit matin qu'est-ce qui est arrivé. Mais toutes sortes d'autres choses, tu sais. Quelqu'un va me dire une phrase, un mot... et c'est pas très... Je veux dire, quelqu'un prendrait le petit cahier après. C'est incompréhensible un peu, mais pour moi, ça fait du sens. Puis ça me guide tout au long de l'écriture. Puis ça va te guider pour ton prochain, si tu veux faire une suite. Ben là, j'ai un nouveau carnet, là. OK. le fait de l'écrire à la main comme ça, c'est que tu le sens plus. C'est plus question... Mais les notes, mais j'écris pas le manuscrit contre à la main. Ouais. Mais c'est au niveau de l'énergie, peut-être que tu le sens. Parce qu'à quelque part, le bras, la main, c'est le prolongement du cœur. Hein? Oui, c'est bien dit. C'est comme si ton cœur, par ta main, est en train de dicter, d'écrire les choses. Ça fait beaucoup de sens, ce que tu dis, André. Oui, je pense que oui, effectivement. Parce que fondamentalement, tantôt, ce que Lynn disait, elle faisait une belle description de toi, tout ça, puis c'est vrai, t'es tout ça. Mais fondamentalement, quand on a lu tes choses, qu'on t'a suivi et tout, une des premières choses qui sort de toi, puis je pense qui se caractérise le plus, c'est que tu es une amoureuse de la vie. Ah oui, tout à fait. À partir de ce moment-là, ben là, quand tu te laisses aller, tout devient possible, Christine. Oui, entièrement. Oui, puis le bras, je pense que tu as entièrement raison là-dessus. Puis j'aime tellement tout ce qui est... non seulement j'aime les livres, mais j'aime la papeterie. Tu sais, j'aime acheter des carnets de notes. On a plusieurs points communs, finalement. Des crayons, toutes sortes de trucs comme ça. Et pour moi, c'est un rituel de choisir le petit cahier qui va aller avec le livre que je m'apprête à écrire. Parce qu'une irrésistible envie de fleurir, puis je laisse opérer la magie pour ça. Oui. Je me laisse guider, parce que pour une irrésistible envie de fleurir, j'étais à Paris, à Place des Vosges, puis je suis allée visiter l'appartement de Victor Hugo. Et à la sortie de ma visite, il y avait une petite boutique de souvenirs. Et là, c'est là que je vois un petit cahier où il y a une image avec Victor Hugo, une citation. Et je savais que c'était ce petit cahier-là qui allait m'accompagner pour l'écriture. Ouais. Puis là, j'ai ouvert, j'ai marqué sur la première page « Note pour mon premier roman ». Wow. C'est pour moi, puis c'est important, c'est comme de ritualiser un peu ça. Puis Victor Hugo, c'est fou ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que c'est devenu mon ami imaginaire pendant l'écriture du roman. Adélaïde dit que c'est son ami imaginaire dans le livre, mais
Mais c'était le mien, ça l'est encore. Je ne sais pas combien de citations. Il m'est arrivé plein de trucs à tout bout de champ. Et même mon chum riait parce que, tu sais, on arrivait puis on voyait un truc, c'était écrit Victor. Ou on prenait un rendez-vous pour aller quelque part. Mettons, on doit louer une chambre d'hôtel. Puis là, Éric me dit, c'est où l'hôtel que tu as loué? Puis là, je dis, attends, je me rappelle pas. Là, je vérifie. Tiens, c'est sur la rue Saint-Victor. Et Victor était partout, tout le temps. Puis je me dis, bon. Mais je te rassure, c'est normal. Oui. C'est normal parce que quand j'ai fait mon livre aussi, j'étais inspirée par plusieurs auteurs. J'avais mis des photos, puis je leur parlais comme si ils étaient vivants, puis ils m'inspiraient, tu sais, dans le fond. C'est génial. Ouais, donc, c'est comme des guides, dans le fond. Oui. Tu sais. Puis moi, une affaire que j'ai beaucoup aimée de ton livre, c'est... Je trouvais beaucoup le côté enfant. Retrouver notre enfant intérieur. C'est ce qui m'a le plus interpellé dans ton roman. Puis là, je me disais en même temps, parce qu'il y a un petit punch par rapport à ça à la fin du livre que j'ai beaucoup apprécié. On ne nommera pas ici. Mais moi, je me suis posé la question, la petite Christine, quand elle était jeune, est-ce qu'elle ressemblait au personnage de ton roman? Est-ce qu'elle est encore présente en toi comme elle est là? Ou qu'est-ce qu'elle désirait quand elle était jeune, Christine? En fait, le personnage d'Adélaïde, qui a 7 ans dans l'histoire, qui est un personnage complètement inventé, quand même. Puis elle est quand même très sage. Oui, très spécial, c'est sûr. En fait, c'était ce que j'aurais souhaité être. Qu'on me permette peut-être d'être. Parce que petite, j'étais très attirée. C'est sûr que j'ai eu une grand-mère exceptionnelle. J'en ai eu 2 grand-mères exceptionnelles, mais mamie Yvette qui m'a vraiment accompagnée. J'ai passé tellement de temps avec elle dans mon enfance. Elle a pris soin de moi beaucoup. Et elle m'ouvrait à tout ce qui était spirituel. On pouvait parler de n'importe quoi avec elle. Ton mentor. Oui, vraiment. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé à m'ouvrir, mais un peu sur le tard quand même. Puis j'ai lu mes premières années où j'allais dans le boisé derrière chez moi, puis je m'imaginais que je parlais aux arbres, qu'il y avait des fées dans les arbres. Tu imaginais pas? Ben non, mais c'est ça. Puis je faisais des rêves, toutes sortes de trucs, puis tout ça. Puis je voyais des gens tout le temps. Mais en même temps, on me jugeait pour ça. Et grand-maman, ça a été long avant que j'ose y en parler. Puis pour elle, tout ça est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie. Au contraire, c'est bon. Puis tout le monde a ça, tout le monde. C'est juste justement, ce que j'ai fait quand j'étais petite, c'est que j'ai voulu me fermer. Ou j'ai pensé que j'étais peut-être pas normale, justement, que j'étais un peu folle. Et ce que je voulais dans le personnage d'Adélaïde, c'est d'offrir un personnage d'enfant qui se permet ça, non seulement se le permet, mais qui devient extrêmement inspirante pour les adultes qui l'entourent. Oui, puis elle a de l'audace, là. Elle dit sa façon de penser. Elle a du front tout le tour de la tête, Adélaïde, c'est sûr. Donc, tu as ce petit côté-là en toi, à ce que je comprends. Oui, puis j'étais très rebelle, mais tout ça était un peu refoulé, c'est ça l'affaire. Parce que maintenant, tu n'es plus rebelle? Ben oui, bien sûr, encore plus. Puis un autre aspect que j'ai beaucoup aimé dans ton roman, c'est que tu décris l'île d'Orléans. Oui. C'est très beau. Oui, mais donc j'avais envie de lire un petit extrait par rapport à ça parce que tu en parles dans l'île. Là, je me souviens plus si c'est cet extrait-là. Attends, tu peux juste vérifier quelque chose. Oui, parce que l'histoire se passe à Sainte-Catherine. Oui, c'est ça. En grande partie, en fait. Tu vois, ce que j'ai aimé, c'est quand tu arrives dans la maison, puis tu décris ta maison, puis je me suis dit, je pense qu'elle était en train de décrire sa propre maison. Oui, c'est très inspiré de ma maison. Oui, c'est ça. Donc, je lis un petit extrait. À 15 heures tapante, je gare ma voiture dans la magnifique allée d'arbres devant la maison. L'endroit m'apparaît encore plus joyeux, plus pimpant que dans mon souvenir. Je sonne et le timbre résonne comme le chant d'un oiseau, annonçant l'arrivée des beaux jours. Le courtier m'ouvre la porte et je fais aussitôt 2 pas à l'intérieur. Je me sens tout étourdi devant tant de beauté. Et mon vertige va croissant à mesure que je m'aventure dans la maison. L'intérieur est dans les dégradés de blanc et de bleu. La partie arrière est entièrement dotée d'immenses fenêtres, offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. On dirait qu'un coin lecture a été aménagé dans une petite pièce annexée au bâtiment. En ce lieu, ainsi suspendu au-dessus de l'eau, j'ai l'impression de me tenir au bastingage d'un paquebot. L'effet est saisissant. Et puis ça m'est arrivé pour vrai, par exemple. Ouais. C'est que quand j'ai trouvé cette maison-là à l'île d'Orléans, qui était une maison secondaire pour un couple. Et donc, c'est un peu comme leur chalet. Ils l'avaient laissé aller. C'est une maison qui a 70 ans. Donc, elle n'était pas du tout au goût du jour. Et sauf qu'en rentrant dans la maison, c'est la vue, le fait d'avoir cette impression d'être suspendu au-dessus du fleuve qui m'a vraiment saisi. Puis alors que d'habitude, je vois pas plus loin que le bout de mon nez en déco ou en réno. Moi, je suis du genre à visiter des maisons. Puis si c'est pas parfaitement comme j'aime, je peux être ressortie en 5 minutes. Oh non. Je suis un peu le cauchemar des courtiers immobiliers, là, parce que je dis, ben non, mais Christine, il faut que tu regardes un peu plus loin. Il y a des choses qui peuvent être changées, transformées.
Mais moi, je vois pas, puis je vois ça comme une montagne faire ça. Là. Et cette maison-là, c'est comme si elle était vivante, puis on avait rendez-vous, puis je savais que j'allais vivre là, puis que j'étais prête à y mettre les efforts, parce que ça a quand même pris 4 mois pour la rénover et tout refaire. Là. Mais qu'est-ce qui t'a amené sur l'île d'Orléans? Ben mon chum. En fait, tu c'est l'as que, rencontré là? Ben, j'ai rencontré Eric. On a été présentés par une amie commune. En fait, moi, c'était pas une amie, mais je l'avais une connaissance. Et quand j'ai connu Eric, ben bon, d'abord, je suis tombée en amour avec Eric. Après, il m'a invité. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Hein? Mais en fait, je dis, quand j'ai rencontré Eric, je suis tombée en amour 3 fois. Parce que je suis tombée en amour avec Eric. Après, il m'a invité chez lui. Il habite toujours à Sainte-Pétronille. C'est presque mon voisin. Là. Il est tout près de chez moi. Et en marchant dans le village avec lui, à un moment donné, j'ai aperçu la pancarte à vendre de cette maison qui est devenue la mienne. Et donc, j'ai eu un immense coup de cœur. Puis j'ai dit à Eric, hey, qu'est-ce que tu dirais que j'achète cette maison-là? J'ai dit, de toute façon, ce serait super parce que quand on est un nouveau couple, qu'on se rencontre, on est plus près autour de 50 ans, c'est différent que de se rencontrer à 20, même 30 ans. Et j'étais pas prête surtout pas à débarquer chez lui puis vouloir, changer la déco. Ben, même si j'aurais pas tout changé, mais quand même. Tu voulais ton cocon à toi. Et c'est ça. Et comme je travaille beaucoup de chez moi, puis j'ai un travail qui doit être, on est beaucoup dans la créativité, l'inspiration et tout, ben je me disais, ça me prend mon petit cocon. C'est bien dit. Et c'était parfait, c'était cette maison-là. Puis j'avais des animaux, j'avais 3 animaux à l'époque. Là, j'en ai perdu un depuis, mais j'avais 3 animaux. Fait que je me disais, je ne veux pas lui imposer ça non plus. Fait que je vais avoir l'espace pour mes animaux. Ils vont avoir le temps de tomber en amour avec Eric et inversement. Ce qui est arrivé, évidemment. Est-ce que c'est là que tu as écrit ton roman, ton premier roman? Oui. Oui. Mais beaucoup en Floride aussi, parce qu'on a acheté une maison en Floride l'année dernière. Et j'ai un bureau aussi là-bas qui m'inspire énormément, qui est entouré de bibliothèques. On commence à comprendre ce que j'aime. Puis on dirait que là-bas, je suis déconnectée de la frénésie. Oui, tu sais, je suis beaucoup plus tranquille. Donc, je pense que ça écrit bien aussi. Puis Eric m'encourage. Eric, c'est un peu mon coach aussi. Puis même des fois, je dis, tu as le droit de sortir le fouet en blague, mais c'est parce que moi, j'ai besoin. Je peux être facilement déconcentrée ou, tu sais, je suis pas toujours très disciplinée. Okay. Puis lui, il m'a appris ça, la discipline, de m'installer à ma table tous les matins. Moi, c'est quoi ta routine? Ça ressemble à quoi quand tu écris? En fait, la première chose le matin, c'est que je vais marcher à l'extérieur. J'ai besoin d'aller m'aérer. Puis c'est mon moment de méditation, de prière aussi. Donc, première chose, je marche. Et après, je reviens, je m'installe à ma table d'écriture pour tout l'avant-midi. Puis même si des fois, je fais des niaiseries, je dessine, n'importe quoi parce que j'ai l'esprit vide ou je t'es pas inspiré tout simplement. Inspiré. Puis des fois, j'écris des trucs que je sais très bien que je ne vais pas rien faire avec ça, mais je me dis, ben je suis là, tu sais. OK. Donc, tu t'es fait comme une routine. Oui. Toujours c'est important. Toujours à la même heure, aux mêmes heures, au même endroit. Mais les matinées, oui. Puis, il y a des journées où je peux être très inspirée. Alors là, je peux écrire tout l'avant-midi. Je me donne une pause là, pour l'heure du lunch, l'après-midi. Puis souvent, en fin d'après-midi, je m'y remets parce que là, c'est trop fort. Puis je sais très bien que quand ça vient, si je ne vais pas l'écrire tout de suite, je risque de le perdre. Donc, ouais. Puis je suis extrêmement fatigante pour les gens qui sont avec moi dans ce temps-là parce que je ne parle que de ça. Fait que, tu sais, je sors de mon bureau. Ah, ben là, tu sais pas qu'est-ce qui va y arriver. Là. Puis là, elle a dit ça. Puis là, je suis vraiment, mais un peu trop dedans. Des fois, je dis à Eric, mais je dois taper sur les nerfs des fois. Tu sais. Il dit, ben non, tu pétilles. Oui, c'est ça. Mais ouais, à un moment donné. Non, on n'est pas fatigant dans ce temps-là. On est passionné. Non, je suis allumée comme un sapin de Noël. Ça, c'est clair. Puis un autre élément bon, là, on a parlé de l'aspect auteur. Oui. Tu as aussi, tu as fait un certificat en psychologie positive. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ça m'intrigue. Oui, t'as-tu découvert ça par hasard ou c'était quelque chose que tu portais depuis longtemps? En fait, depuis toujours que je suis très attirée par tout ce qui est développement personnel, tout ce qui concerne le bonheur. Tu sais, moi, en fait, là, j'ai étudié en droit. Je suis une fille, j'ai essayé d'être rationnelle, très rationnelle et cartésienne. Je le suis aussi, mais j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents. Et après, puis je me connaissais pas. Je me connaissais pas du tout. Alors, j'ai mis plein de choses de côté, en fait. J'ai dit, j'étais un ancien modèle de faire plaisir. Moi, tout ce que je pouvais faire, je n'ai gardé encore un peu aujourd'hui, mais je m'améliore. Donc, mais tu sais, tout était basé sur, puis c'est la recherche de l'amour aussi, c'est d'être aimé au bout du compte, de me faire aimer. Et donc, mais ça,
ça m'a mené quand même à 28 ans à une dépression qui a duré 2 ans. Un burn-out, mais solide, là. C'est parce que c'était très lié à mon travail, mais en même temps, c'était mixé un peu dépression, burn-out. Et je suis tombée assez creuse pendant ces années-là, sauf que ça a été pour moi un cadeau mal emballé de la vie. Un immense cadeau dans le sens que ça m'a obligé d'aller apprendre à me connaître et découvrir qu'est-ce que je portais, qu'est-ce que j'étais venue faire sur cette terre. Et c'est suite à ça, comme je dis souvent, on ne cherche pas le bonheur par hasard autant. C'est qu'on cherche, les gens qui cherchent beaucoup le bonheur, souvent, c'est parce qu'ils en ont manqué. C'est juste normal. Et donc, je me suis intéressée à tout ce qui était développement personnel, mais d'abord parce que ça me faisait du bien. Je lisais des livres, je faisais tous les exercices dans les essais sur le développement personnel. Je m'appliquais ça, je prenais des tonnes de notes et tout, et ça me faisait avancer. Puis jusqu'à un moment où je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas plus que ça? C'est-à-dire, pourquoi on se le transmet pas plus davantage et tout. Puis c'est des trucs qui peuvent être très simples. Et de là est né mon premier livre, C'est beau la vie. C'est beau la vie, c'est la phrase de ma grand-mère Michaud, ça. C'est elle qui disait toujours ça. C'était toujours dans la reconnaissance et tout. Et là, j'ai écrit des courts chapitres sur toutes sortes de petits outils qu'on peut utiliser pour aller mieux, pour s'assurer de rester d'être aligné dans sa voie et tout. Mais avec les années, ben là, j'ai cherché, ça c'est mon côté rationnel, je pense qu'il reprenait le dessus, c'est que je cherchais du côté plus scientifique, qu'est-ce qui se fait des choses là-dessus, qu'est-ce qu'on a comme recherche en lien avec ça. Et c'est là que j'ai découvert la psychologie positive, que j'ai découvert qu'il y a des gens qui s'intéressaient vraiment au bonheur, mais de manière scientifique. Et je suis allée au premier congrès mondial de psychologie positive qui a eu lieu, je crois que c'était en 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. C'était à Philadelphie. Je suis allée là avec Isabelle Fontaine, l'auteure et conférencière. Et là, vraiment, là, je suis tombée dans la potion magique, là, mais carré. J'en revenais pas de tout ce que je découvrais à cet endroit-là, de tous ces grands psychologues qui s'intéressaient à la notion du bonheur et même de la spiritualité. Je veux dire, on étudie présentement en psychologie positive le sentiment d'élévation de l'âme. C'est pas rien, là. On fait des recherches là-dessus. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un humain va bien? Parce qu'on connaît la psychologie traditionnelle, ce que c'est qu'on essaie de régler ce qui ne va pas chez l'être humain. Et on en a grandement besoin, mais la psychologie positive est plus comme un élan vers l'avant, c'est-à-dire qu'on va essayer de se demander qu'est-ce qu'un humain profondément heureux, qui va bien, qu'est-ce qu'il fait, qui se réalise, qui s'épanouit, tout ça, qu'est-ce qu'il met en application dans sa vie pour que ça donne des résultats. Et c'est ça qui, moi, m'a vraiment interpellée. Et là, à un moment donné, sur Facebook, merci Facebook. Tu sais, des fois, on dit que les médias sociaux, c'est négatif, mais moi, je crois pas ça du tout. Je vois passer sur Facebook un Québécois, qui avait fini sa formation, justement, celle que j'ai faite, le certificat d'1 an en psychologie positive. Et tout de suite, j'appelle pour prendre des informations. Le monsieur m'explique. Puis je me souviens, je lui dis, combien ça coûte, parce que c'est quand même aussi pas donné, une année d'études aux États-Unis. Et il me dit le prix, il m'explique tout ça. Puis ça prend combien d'heures va falloir que j'y mette par semaine? Ben, il me dit, au moins peut-être 10-12 heures là, d'études et tout. Puis là, je commence à faire des calculs dans ma tête avec tous les mandats que j'avais. J'étais encore à la télé, puis je me dis, mais c'est impossible. Dans quoi je suis en train de m'embarquer? Puis je vous jure qu'il y a une voix, la voix de la folie, sans doute, qui est arrivée, que j'ai dit... Est-ce que je peux vous donner mon numéro de carte de crédit tout de suite pour m'inscrire? Puis il me dit, mais madame, vous pourriez au moins réfléchir. Là, ben non, j'ai dit, vous savez quoi, si je réfléchis trop, je le ferai pas. Puis je pense qu'au contraire, si je m'inscris là, je vais me rendre jusqu'au bout. Puis là, il faut dire là, que je n'étais pas bilingue, moi. Oui, c'est ça, je me demandais, c'est en anglais. Là, en anglais, mais alors je me suis pris un prof, 3 heures de cours par semaine, par Skype, parce qu'elle était à Montréal. Et elle m'aidait avec mes études, avec tout ce que j'avais à faire et surtout à préparer j'avais une présentation à faire à la fin de mon année d'études devant mes pairs, mes professeurs et tout, en anglais, comme une mini-conférence, si on veut. Il fallait faire 20 minutes. Ouais. Il fallait que je monte un projet, il fallait que je démontre que j'allais faire quelque chose avec ce qui m'avait été enseigné. Et c'est là qu'est né mon projet Bonheur. Oui. Le programme sur 12 semaines. Puis pour l'anecdote, je l'ai compté samedi sur scène, mais mon prof d'anglais était morte de trouille parce que j'avais du mal à prononcer happiness en anglais et je disais happiness. Alors, elle me disait, Christine, un projet happiness project versus happiness project, c'est pas tout à fait la même chose. Ça sonne pas tout à fait pareil. Alors, j'ai tellement pratiqué mon hash de happiness que quand j'ai fait ma présentation, je me souviens toute ma vie, je me suis présentée puis j'ai dit, this is my happiness project. Et là, j'ai dit, ils ont dû se dire, ben non, met tellement sur son hash de happiness, mais j'étais morte de trouille qui comprennent complètement autre chose. Puis bon, je voulais pas faire rire de moi non plus. Ça s'est très bien passé. Alors, je la salue, elle s'appelle Marie-Max. Pour moi, c'est la meilleure prof d'anglais qu'on a au Québec, sans doute. Donc, c'est nous accompagner dans des folies pareilles. Bien, comme tu dis, c'est une folie. Tu as osé, tu as sauté, même si tu avais peur, dans le fond. Là. Donc, et ça prouve que tout se fait. Oui. Tu sais, que c'est des fois souvent plus possible qu'on ne le croit, en fait, qu'on peut s'organiser. Oui. Que les choses s'organisent, puis que finalement,
Parce que je peux pas dire que j'ai souffert là, d'avoir mis trop d'heures. J'ai pas manqué de temps ailleurs. Là. J'ai replacé mes trucs, puis ça s'est bien passé. Mais ce que je retiens, c'est que tu as écouté ta voix. Oui, j'ai écouté la petite voix. Là, ça, qu'on appelle l'intuition, je suppose. Hein? Tu l'as défini par après, je suppose? Oui, tout à fait. Ouais. Écoute, on va aller à la pause, puis au retour, on va parler de psychologie positive. Qu'est-ce qui peut rendre les gens heureux? Ça te va-tu? Oui. Bon, ben, à tout de suite. CJMD 96.9 Lévis.